Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière, Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité reprend cette célèbre citation d'Albert Einstein en introduction de son roman et elle donne le ton. Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Il est l'un des auteurs de romans préférés des Français avec plus de 30 ans de succès depuis son roman Les Fourmis. Évidemment, vous voyez tout de suite de qui il s'agit, auteur d'une œuvre littéraire titanesque. Il va nous parler aujourd'hui dans Métamorphose de son nouveau récit, La prophétie des abeilles, qui nous entraîne à la suite de ses héros sur la piste des abeilles, mais aussi des Templiers et de l'évolution de l'humanité. Une magnifique fresque sur fond de pratiques d'hypnose régressive. Bref, un grand roman d'aventure bourré de thèmes dont on est fan. Bienvenue dans Métamorphose, Bernard Werber. Merci de m'avoir invité. Avec grande joie. Alors, on va passer un peu en revue finalement les 4 thématiques. Il y en a plein, en fait. On peut tirer tellement de fils pour une interview. C'est ce que je me suis dit, peut-être encore plus que tes 2 précédents romans en ce qui me concerne. Et donc, je me suis dit, on va s'attacher à parler des prophéties, de l'hypnose, évidemment, des Templiers, et puis forcément des abeilles, je le disais en introduction. Est-ce que tu as envie de nous faire le pitch de ce nouveau roman, Bernard ? Alors, c'est un roman qui mélange 3 choses. Comme tu l'as dit, les Templiers, les abeilles et l'hypnose régressive. Et j'ai un héros qui s'appelle René Toledano, qui est un prof d'histoire, qui va se retrouver à remonter le temps, remonter ses vies antérieures pour découvrir quel est le secret de cette prophétie des abeilles qui est évidemment liée à cet insecte. Et donc, est-ce que c'est une suite un peu de la boîte de Pandore ? Parce qu'on avait déjà ce héros. Voilà, c'est le même héros que la boîte de Pandore, mais évidemment, ça peut se lire indépendamment. Oui. Mais c'est un héros qui a appris dans la boîte de Pandore à aller visiter ses vies antérieures. Et là, maintenant, il est assez à l'aise là-dedans. La seule différence, c'est que cette fois-ci, il va aussi découvrir ses vies postérieures. Il va faire de l'hypnose prospective après avoir fait de l'hypnose régressive. C'est ça. Alors justement, en parlant d'hypnose, est-ce que toi, tu écris en auto-hypnose sous forme de transe quelque part ? Alors, en auto-hypnose, non, parce que quand je fais une séance d'auto-hypnose, c'est vraiment fermé, c'est-à-dire je me mets en position, je ferme les yeux et je ne peux pas écrire en même temps parce que je vis quelque chose comme un rêve, voilà, donc qui occupe tout mon cerveau. Je ne peux pas prendre des notes. Par contre, quand j'écris le matin, entre 8h et midi et demi, je deviens de plus en plus immergé dans mon propre roman et en général, entre 11h et 11h15, j'ai un moment où je bascule et je ne vois plus le temps passer et je suis à fond avec mes personnages. C'est pas tout le temps le cas, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court, mais quand ça arrive, c'est très agréable. C'est ça, et ça arrive, je vais dire, pratiquement 4 jours sur 5. Pas mal quand même. On souhaite ça à tout le monde. Je crois que tout le monde, dans chacun de nos métiers, on peut trouver une sorte de joie et de transe, ce que les Américains maintenant appellent le flow, c'est-à-dire le moment où on se laisse aller et on n'est plus dans un système intellectuel, on est juste dans un système de jouissance, de pratiquer ce pour lequel on est bon. C'est ça. Le flow, j'adore. Alors, en parlant de prophétie, puisque c'est le titre aussi de ton nouveau roman, quelle serait la vertu d'une prophétie, mais aussi son vice ? Tu dis que les gens aiment être surpris, voilà, et que ce qui nous fait avancer, finalement, c'est aussi le mystère. Tu fais dire à un de tes personnages. C'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup interrogée. Je m'étais jamais vraiment interrogée sur ce que c'est vraiment en profondeur une prophétie. Et toi, tu nous interroges là-dessus. Alors la question, quelle est la vertu ou quel est le défaut d'une prophétie ?
Alors j'ai commencé par le défaut. Le défaut d'une prophétie, c'est si les gens sont avertis de ce qui va se passer, ils peuvent changer leur comportement et la prophétie ne se produit plus. Ça, c'est le petit défaut. La vertu, c'est qu'elle nous donne un scénario de futur possible qui peut peut-être nous ouvrir des voies de compréhension ou nous prévenir d'un danger. Comment intervient du coup le libre arbitre dans tout ça, dans ce qui est... Est-ce qu'à la fois, il y a quelque chose, selon toi, qui est déjà prévu et en même temps, il y a quelque chose qui s'écrit, c'est-à-dire que les deux cohabitent? Alors, c'est le thème du roman, c'est est-ce que tout est écrit ou est-ce que nous avons un libre arbitre? À cette question, je crois qu'il y a beaucoup de réponses. Oui. Je vais vous dire, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que tout est probablement écrit et en même temps, nous avons notre libre arbitre, ce qui a l'air complètement contradictoire, mais dans le premier livre, La boîte de Pandore, j'expliquais ça par rapport à un tour de magie, où avec son libre arbitre, on choisit les cartes rouges, les cartes noires, et on les met à l'envers sur 2 colonnes, et au final, c'est ce qui a été prévu qui se produit, quels que soient les choix qu'on fait. Donc je crois que c'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire on fait des choix, mais ce qui doit se passer va se passer. Et c'est ce dilemme qui est troublant et qui est un thème romanesque fabuleux. Oui, c'est ça. Et tiens, puisque tu parles de Schrödinger, est-ce que tu peux nous réexpliquer comme ça l'expérience vite fait? C'est la grande expérience de physique quantique, c'est qu'on a mis Schrödinger, qui ne devait pas être un type très sympa, si finalement il était... enfin, pas sympa avec les chats en tout cas. Bah oui. Il mettait un chat dans une boîte avec une ampoule de cyanure et il mettait un rayon qui arrivait dans un trou et il y avait une chance sur 2 pour que le rayon déclenche la capsule de cyanure et tue le chat. Et il disait que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est... on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou s'il est mort. Donc, on peut considérer que le chat est vivant et mort. C'est-à-dire que les deux scénarios coexistent et c'est en ouvrant la boîte, donc c'est le fait d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte qui va déclencher ou pas la mort du chat. Oui, donc ça nous dit que tout est une question du point de vue de l'observateur, voilà. C'est ça? Ouais. L'observateur modifie ce qu'il observe et tant qu'on n'a pas observé, les choses ne sont pas figées. Alors, tu revisites complètement ce que serait une prophétie dans ton roman, Bernard, par moment, et on va pas le dévoiler, mais quand même, tu dis que, et finalement, si finalement les gens qui viennent nous visiter pour nous délivrer cette prophétie sont des gens du futur, c'est une thèse plausible pour toi ou c'est complètement farfelu? Ah, mais c'est l'avantage du roman. Bah oui. Je suis pas obligé de le prouver. Mais je trouve, par exemple, l'idée que Jeanne d'Arc, elle entende des voix qui lui disent va libérer la France et que ça soit quelqu'un du futur, enfin son du futur, qui lui donne ce conseil. Puis elle prend ça pour la Vierge Marie ou je ne sais quelle entité invisible. Ça sera quand même quelqu'un du futur qui revient dans le passé, enfin, qui utilise ma technique d'hypnose régressive pour influer, enfin, faire entendre des voix à un de ces personnages du passé. C'est d'ailleurs un peu le même principe que mon héros, René Toledano, va venir dans le passé pour pouvoir, à travers les rêves, influencer son ancien lui-même. Et du coup, on peut imaginer que ça fasse des sortes de boucles rétroactives sans fin. Aussi. C'est le grand avantage de la prophétie des abeilles sur la science-fiction classique, c'est que je n'utilise pas une machine comme par exemple la machine à remonter le temps d'H.G. Wells. Je pensais plutôt à la machine à remonter le temps. Je pensais à celle d'Ernetti, pardon. Mais j'utilise pas de machine, donc il n'y a pas de côté technologique. C'est juste on ferme les yeux et on guide sa pensée. Donc quelque part, pour chacun... Ça peut résonner en tant que chose possible ou chose impossible, mais je n'ai pas à le prouver. Ouais. Moi-même, quand je fais des régressions à la vie antérieure, je ne suis pas sûr que ça fonctionne réellement, mais ce que je vois, c'est que j'ai énormément de détails. C'est le seul élément troublant, c'est la masse des détails. Ouais. Et puis des détails que je vérifie souvent avec les livres d'histoire, où je regardais est-ce que c'est possible. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, c'est assez fabuleux et réconfortant de se dire qu'au-delà de la technologie, en qui parfois on a une confiance, en laquelle on a une confiance aveugle, on aurait cette technologie, entre guillemets, à l'intérieur de nous. Exactement. Et ça coûte rien. Ouais. Ça coûte rien. C'est accessible à n'importe quel moment. Il suffit de fermer les yeux, de se concentrer. Je crois que c'est la grande aventure qu'on va avoir bientôt, c'est celle de la pensée. Là, on est en train d'être fasciné par tous les mondes virtuels, mais les mondes spirituels sont pas mal aussi. C'est qu'ils ont longtemps été accaparés par les religions ou des groupes spécifiques qui demandaient de répéter des mantras ou d'adorer telle ou telle personne, alors qu'il suffit de fermer les yeux et de visualiser quelque chose pour que cette chose commence à exister et qu'on puisse interagir avec elle. C'est ça.
Mais ça, c'est aussi une bonne nouvelle, moi, je trouve. Alors, un autre angle qui m'a intéressé dans ton roman, c'est cette question que tu poses de quel récit fait-on de l'histoire, en fait? Quel prisme on choisit pour raconter l'histoire? Et c'est vrai que ça, globalement, c'est très interrogeant, même par rapport à ce qu'on enseigne, évidemment, dans l'éducation, aux enfants, etc. Alors, c'est une prise de conscience, je crois, qui a démarré à la découverte de 1515 Marignan. C'était une victoire nulle pour la France. J'ai appris ça à l'école, c'est la seule date qu'on retient, c'est 1515 Marignan. Oui. Et je suis allé voir ce qui s'est passé à Marignan, parce que je savais même pas où était Marignan. Donc c'est en Italie, je vous donne la réponse. Et puis, je savais même pas contre qui on a eu cette grande victoire, mais c'est contre des soldats mercenaires suisses. Et la bataille s'est très mal passée. En fait, les Français ont été nuls sur toute la bataille. C'est les Vénitiens qui sont arrivés à vaincre les Suisses. Donc tout m'a semblé extrêmement minable. Et le tout est glorifié comme notre plus grande gloire nationale, enfin comme une superbe victoire. Et là, j'ai compris, bon, il y a des choses qui nous sont présentées d'une certaine manière, mais c'est pas réellement ce qui s'est passé. De même que je pense qu'en 14-18, la France a très mal géré la bataille. Il y a eu beaucoup trop de morts. Et c'est parce qu'on avait des mauvais stratèges. Et après que ces mauvais stratèges aient annoncé que c'était eux les victorieux et qu'en plus on leur confie la guerre 39-40, ça me semble une erreur. Oui. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant parce que tes personnages se posent cette question, comment est-ce qu'on va raconter finalement l'histoire du monde? Prisme économique, prisme, voilà. Le prisme des femmes, le prisme, voilà, quel parti pris spirituel, etc. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a plusieurs histoires. Et d'ailleurs, en discutant avec des historiens, ils ne sont pas d'accord. Donc, on a une version qui est la version officielle qu'on apprend à l'école. Et après, au fur et à mesure qu'on va affiner, on découvre que ces histoires officielles sont liées à des sources. Et ces sources, c'est souvent soit des curés, puisque à l'époque, c'était eux qui rédigeaient les livres d'histoire, enfin, pour le Moyen-Âge, soit des gens qui avaient intérêt à faire des propagandes pour avantager tel ou tel prince afin qu'il devienne roi. Donc, c'était pas des récits objectifs. Dès le moment où j'ai pris conscience que chaque historien étant payé par un roi devait dire certaines choses pour faire plaisir à ce roi, j'ai compris que c'est une histoire partiale et qu'il faut avoir plusieurs sources qu'on compare pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors toi, en parlant d'histoire, tu dis que tu aurais eu 111 vies et tu pratiques, tu le disais tout à l'heure, l'hypnose régressive. Tu donnes aussi des soirées, des conférences autour de l'hypnose régressive pour ouvrir les portes du passé, mais aussi du futur. Est-ce que c'est devenu de plus en plus une passion dans le temps? On a déjà parlé de ce sujet dans 2 podcasts. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, on a fait une méditation régressive accompagnée dans le podcast 10 et aussi le 20 sur la boîte de Pandore. Mais voilà, tu creuses encore plus le sujet dans ce nouveau roman. Et la question est ? La question, c'est pourquoi est-ce que tu t'intéresses de plus en plus au sujet? Est-ce que toi-même, tu aimes de plus en plus voyager? Parce que tu dis que tu as eu 111 vies, donc tu les explores. En fait, comment tu vis ça? Déjà, parce que je trouve que la première fois où j'ai vécu une de mes vies antérieures, j'ai trouvé ça génial. C'est comme je suis entré dans un film, si ce n'est que je suis l'acteur, et en plus je me dis, ça s'est peut-être réellement passé. J'aurais jamais la preuve, mais j'aurais jamais la preuve que ça existait tel que il me semble l'avoir vécu. Mais rien que l'idée de vivre cette expérience, je trouve ça très sympa. Donc du coup, je me suis dit, vu que c'est le truc le plus dingue que j'ai fait dans ma vie, j'ai envie de l'offrir aux gens. Après, chacun, selon ses convictions, selon son envie, va réussir ou pas, ou va découvrir une de ses vies antérieures. Moi, je trouve qu'il faut relativiser ça. Souvent, on a utilisé le principe de l'hypnose régressive pour aller chercher les traumatismes du passé. Ça me semble complètement inintéressant. On a déjà les traumatismes d'enfance de cette vie. On ne va pas en plus rajouter les traumatismes des vies précédentes, sinon on s'en sort plus. Alors parfois, certaines personnes quand même en ont besoin pour guérir, c'est-à-dire qu'ils ont une vie qui pourrait être un trauma, qui est bloquée à cause de ça. J'ai discuté de ça avec une thérapeute récemment dans un podcast. Voilà, ils disent que parfois, il y a des personnes, ils n'arrivent pas à régler, et c'est en tombant sur une vie qu'ils arrivent peut-être à le faire. Oui, je veux bien le croire, mais en tout cas, il faut vraiment le faire avec des gens qu'on sent bienveillants. La première chose qu'on doit se poser comme question quand on rencontre un thérapeute, quelle que soit la technique, c'est est-ce que cette personne est heureuse?
Et 2, est-ce qu'elle nous veut du bien? Au-delà on va payer la séance et elle va nous amener dans un état autre. Mais ça va de l'acupuncture à l'homéopathie, à l'énergie, à l'hypnose régressive. En tout cas, moi, ce que je pratique, j'appelle ça de l'hypnose régressive touristique. C'est-à-dire, on y va pas pour aller voir des traumatismes, ni pour régler les choses. On y va juste pour découvrir, une de ses vies antérieures, mais au meilleur moment, d'abord une de ses vies antérieures sympathiques et au moment le plus agréable. Et ça m'importe énormément de me cantonner à cette zone-là, parce que je pense qu'il peut y avoir des abus, c'est-à-dire des gens qui proposent des régressions dans les vies à des moments pénibles, qui leur disent « vous devez réparer, vous devez arranger », et les gens n'y arrivent pas, et donc déjà ils n'arrivent pas à arranger leur propre vie, ils doivent arranger une des vies antérieures. Donc il peut y avoir, à mon avis, des mauvais hypnothérapeutes régressifs, comme il peut y avoir des mauvais médecins, comme il peut y avoir des mauvais psychanalystes. Et il faut pas croire que du moment qu'on fait de l'hypnose régressive, c'est forcément toujours formidable et tout va bien se passer. Donc, c'est exactement comme la plongée sous-marine. Il vous faut quand même un moniteur expérimenté et qui a envie que vous viviez un moment agréable et qu'au moment de remonter, vous ayez un grand sourire, vous ayez la banane et que vous ayez chouette, j'ai vécu un truc rigolo. Pas zut, je viens de découvrir que j'étais une sorcière et que j'ai brûlé sur un bûcher. C'est des choses pas marrantes. Oui. Il y a un risque dissociatif. Oui, puis un traumatisme. Oui. Déjà... donc moi, ce que je propose dans mon spectacle que je fais aux Trois Baudets, d'abord c'est des petites plongées de 10 minutes et je leur dis, vous sélectionnez bien une vie sympathique et un moment sympathique de cette vie sympathique, et dès qu'il y a le moindre la moindre inquiétude ou la moindre chose qui ne va pas, vous remontez tout de suite. Exactement comme si j'amenais des gens en plongée sous-marine et je leur dis, dès que vous voyez un requin, vous remontez. Vous ne commencez pas à aller essayer d'apprivoiser le requin pour essayer de lui expliquer votre point de vue. Donc, c'est pas anodin comme expérience. Et j'essaie toujours de dire, déjà, ne faites pas cette expérience si vous êtes en colère, ne faites pas cette expérience si vous êtes émotionnellement bouleversé, si vous avez pris de l'alcool ou si vous avez pris des médicaments. Il faut être propre dans sa tête, il faut être clair, il faut être détendu, et il faut se dire, ça va être quelque chose d'agréable, que je vais... Comment dire, comme si j'explorais un nouveau pays, et que je jetais un petit coup d'œil, et puis je reviens. Voilà. Oui. Pas plus. Pas plus. Donc c'est bien, tu prends aussi des précautions, etc. Est-ce que toi... il le faut. Hein. Oui, il le faut. Hein. Non, mais c'est important de le redire aussi. Toi, est-ce que tu arrives maintenant à dire, quand tu fais des régressions pour toi-même, tiens, quand tu animes pas une conférence, j'aimerais aller plutôt dans telle vie, revivre telle scène, ce qui se passe là pour tes personnages dans le livre, c'est-à-dire que précisément, ils ont envie d'arriver à plus ou moins à tel moment pour voir ce qui se passe. Alors, dans mes vies, moi, d'abord, je reviens toujours à la même. Oui. C'est cette première vie de 12 000 ans en Atlantide, parce que c'est la plus spirituelle. Volontairement, tu retournes dans celle-là. Oui, je retourne volontairement. Pour les autres vies, en fait, c'est pas terrible. Je veux dire, la manière de ce que j'ai vécu, la manière dont vivaient nos ancêtres, c'est quand même extrêmement inconfortable. Déjà, le statut des femmes est abominable. Et même dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais en Égypte, j'ai été vendue par mes parents, je devais avoir 13 ans. Alors, on ne connaît même pas son âge, parce qu'il n'y a pas d'état civil. Mais enfin, j'étais gamine. Donc, vos propres parents qui vous vendent un bonhomme pour son harem, ça part mal, déjà. Oui. Vous n'allez pas pouvoir avoir une carrière professionnelle, personnelle, épanouissante. Oui. Et dans beaucoup de vies, une chose qui m'a frappé, c'est qu'on s'ennuie. Mais peut-être parce que je me suis habitué dans cette vie à voir tous les soirs un film ou une série, ou à lire un livre, ou écouter de la musique. Dans les vies précédentes, on regarde un coucher de soleil, à la limite, c'est ça le spectacle. Hein. Et on observe la nature, mais ça se ressemble. Et par exemple, dans ma vie de harem, on était enfermés dans une sorte de bâtiment carré, et il y avait tous les jours les mêmes filles, on était une quarantaine. Bon, on se connaissait toutes, c'est fini. Hein. Et puis là, on va attendre quoi? On va attendre de vieillir là, dans cette sorte de prison dorée. Oui. Il y a eu d'autres vies où j'étais soldat. On mange pas bien. C'est dangereux. Et quand vous êtes blessé, la technique de soins, c'est essentiellement l'amputation. Donc vous retrouvez rapidement cul de jatte ou sans bras ou sans jambes.
Oui. Mais paysan, c'était épuisant, des quelques vies que j'ai. La plupart des vies, vu que j'allais visiter avec mon point de vue moderne, sont extrêmement limitées. Par exemple, on voyage très peu. Dans le passé, quel que soit le continent, les voyages étaient très dangereux. Même, par exemple, au Moyen-Âge en France, aller de Paris à Marseille, vous aviez une chance sur 5 de survivre. Parce que sur tout le chemin, il y a des forêts. Et dans ces forêts, il y a des brigands. Donc ça veut dire que vous devez faire un voyage qui va durer plusieurs jours, dans lequel il faudrait vraiment avoir de la chance pour que sur la route, vous ne tombiez pas sur des brigands. Ou alors que vous soyez capable, avec votre arme, de vous défendre. C'est ça. Donc les gens, sachant tous les dangers du voyage, la plupart ne voyageaient pas. Donc voyageant pas, en plus, les couples se faisaient souvent avec des gens qui étaient nos voisins ou des cousins, parce qu'il y a... Enfin, le périmètre était restreint. Ouais, le périmètre était restreint. Et puis, en plus, c'était des arrangements de famille pour des histoires de terre. Et je vous dis, pas seulement en France, ça. Mais, c'est-à-dire, le mariage, c'est pas l'amour. Hein. C'est pas un homme qui trouve une femme bien, une femme qui trouve un mec bien, et puis ils se mettent ensemble pour faire des enfants. C'était deux familles qui s'aperçoivent qu'ils ont des enfants de même âge et qui trouvent que leur terre serait plus large, la récolte serait plus rentable s'ils unissaient leur patrimoine. Et il n'y a que dans les textes ou dans les poésies, et encore ça concerne vraiment les personnes les plus riches, qu'on évoque le sentiment amoureux, où on peut l'utiliser, mais même les connaissances sexuelles de nos ancêtres étaient extrêmement limitées. Oui. Elle était encore il n'y a pas si longtemps finalement chez nous, hein, quand on voit tous les tabous d'ailleurs qu'on a encore. Parfois sur certains sujets, on se dit qu'on aurait encore du chemin à faire presque. Alors j'imagine à l'époque. Et pas d'eau douce. Le chauffage dans les maisons, c'était autour de la cheminée essentiellement. Donc, c'est-à-dire que plus vous éloignez de la cheminée, plus vous avez froid. Et puis, la difficulté de... Enfin, je me rappelle dans plusieurs vies, la sensation que tout gratte. Parce qu'on n'est pas propre, parce qu'on ne peut pas prendre une douche le matin, une douche le soir, parce qu'on ne se lave pas les dents. Et au final, on devient comme des animaux avec des tas de petits parasites. Et ça, c'est des choses que, heureusement, on n'a plus. Et puis on n'est pas du tout habitué, effectivement. Si un autre détail aussi qui m'avait... Il y a deux petits éléments que j'ai découverts en le vivant. Le premier, c'est quand vous entendez une musique, vous ne pouvez pas la réécouter parce qu'il n'y a pas de système de fixation de la musique, donc vous avez intérêt soit à la chantonner, soit faut connaître le solfège pour la noter sur du papier, ce qui est rarement le cas. Puis il y a aussi beaucoup de vies où je ne savais ni lire ni écrire. Et puis un nombre de mots limité, tu dis aussi dans ton roman. Un vocabulaire finalement restreint. C'est un peu ce qu'on voit dans certains pays pauvres, c'est-à-dire vu qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils se contentent de « viens, suis-moi, allons-y, non ». Ils sont dans... En fait, ils n'ont pas les mots pour exprimer des sentiments complexes. Pas de livre. Alors le livre, c'était vraiment l'objet précieux et rare et très cher. Et puis... peu de connaissances aussi sur son propre corps. Nous savons exactement ce qu'il y a à l'intérieur sous notre peau. Mais par exemple, en France, on pensait que l'intelligence était au niveau du cœur. Donc, d'où toutes ces expressions, le courage. Le courage est lié au cœur, ça voulait dire la capacité de combattre, ils ne le voyaient pas dans le cerveau. Et puis, l'espérance de vie très réduite. Dans plusieurs vies, je dépassais rarement 25 ans, alors que dans notre génération a la possibilité d'avoir beaucoup plus de recul et de comprendre plus de choses, tout simplement parce qu'on vit plus longtemps. Oui. Et d'ailleurs, un des enjeux dans le livre, c'est de pouvoir garder cette prophétie quelque part. Et on voit bien que, pour l'instant, au départ, elle n'est pas tellement reproductible. Non. Vous voulez dire le livre lui-même ? Oui. L'objet se cache, se passe de main en main, etc. Mais au départ, il n'est pas reproductible. Il y a plusieurs enjeux sur une prophétie, mais comme il y en a eu sur celle de Nostradamus, comme il y en a eu sur les prophéties de la Bible, à savoir que si elles deviennent trop lues, elles peuvent influencer l'histoire. Et puis, il y a eu aussi des faux prophètes, des gens qui ont prétendu savoir alors qu'ils ne savaient rien. Donc, il y a un flou artistique qui fait qu'on ne peut pas savoir
exactement qui détient l'information sur le futur. Puis il y a cette question, comment ils détiennent le futur, les infos? Qui, dans le monde invisible, peut leur dire, attendez, nous on sait, dans le futur il va se passer ça. Il y a cette théorie qu'on appelle bibliothèque akashique, où sont inscrites toutes les informations auxquelles on aurait envie d'avoir accès. Et qui sera un égrégore, en fait, c'est ça, de toute la matière. De connaissances expérientielles, humaines, etc. Une bibliothèque. Vous voulez savoir, vous allez là-bas, et puis... Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse poétique, et puis avec un joli mot, akashique, je trouve que ça fait rêver. Mais toutes ces choses-là, c'est juste des choses qui nous conviennent intuitivement. Pour certains, l'idée que le monde puisse être... Enfin, tous les scénarios du futur sont inscrits dans un endroit où on peut le consulter par notre esprit qui sort de notre corps, est une réponse satisfaisante à toutes les peurs du futur. Et pour d'autres, on peut vivre avec l'effet de surprise, en se disant ok, je ne sais pas ce qui va se passer demain, et c'est pas grave. Alors Bernard, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse au passage. Ceux qui nous écoutent ont remarqué que je te tutoie, tu me vois en retour. Oui, c'est l'habitude des médias. J'ai tellement la programmation quand je suis avec un journaliste en interview, il faut que je vous vois, que là, voilà. Mais en effet, on se tutoie. Alors, je propose une chose à partir de maintenant. De temps en temps, je tutoie, de temps en temps, je vous vois. Voilà. Et ça n'a plus aucune importance. Et moi, je vais faire pareil. C'est juste deux esprits qui sont connectés. Alors Bernard, dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui se glisse comme à l'accoutumée entre les pages et qui nous accompagne cette fois-ci depuis l'Égypte antique jusqu'à la disparition des Templiers, en passant par l'invention du christianisme romain, elle est très riche, une nouvelle fois, cette encyclopédie. Elle accompagne évidemment, comme d'habitude, très bien les thématiques. Qu'est-ce qui t'a vraiment nourri cette fois-ci pour cette encyclopédie ? Alors, là, c'est vraiment l'histoire. C'est-à-dire que je suis un passionné des grands textes historiques et j'ai beaucoup d'amis historiens. Donc, je discute avec eux. Notamment, ce qui m'intéresse, comme on en disait tout à l'heure, c'est une autre version que la version officielle qui pourrait expliquer certaines choses. Parce que y a un problème avec les versions officielles, c'est que par moments, du coup, on tombe devant des énigmes. Pourquoi, alors qu'on nous l'a présenté comme ça, on aboutit à un résultat vraiment bizarre? Et pour moi, l'histoire est une source de curiosité permanente. Alors, il y avait des choses que j'avais envie de développer, comme par exemple le temple de Salomon, puis des réflexions sur la Bible, et puis des réflexions sur Jérusalem, et sur les croisades, et sur les Templiers. Et ces choses-là n'intéressant pas forcément tout le monde, j'ai isolé pour mettre vraiment les indications qui sont les plus probables. Par exemple, sur les Templiers, on sait quand même quand ils sont nés, on sait quels sont les fondateurs, on sait quand ils sont morts, on sait comment est mort le dernier des Templiers. Il y a différentes interprétations, évidemment, de tout ce qui s'est passé, mais pour décrire le phénomène des Templiers, du temple de Salomon et même d'Akhénaton, je me suis dit, je vais le faire dans un espace précis où les gens pourront avoir accès à une information très probable. Voilà. Akhénaton est un pharaon qui a été renié par les autres pharaons, donc on a effacé beaucoup de traces de son existence, mais de manière étonnante, c'est pourtant le pharaon sur lequel on a le plus de textes, parce qu'ils n'ont pas pu effacer tout ce qu'il y avait sur lui. Et c'est paradoxal. Ouais, presque. Mais c'est ce qui est compliqué en histoire, c'est que les choses ont l'air d'une certaine manière et en fait elles sont différentes. Il semble que ils aient effacé tout dans les grandes villes, mais dans les campagnes, l'arrivée d'Akhénaton était une telle révolution que certains textes ont continué à perdurer. Et voilà, ça m'amuse de ramener ça en disant c'est pas blanc ou noir, c'est pas... Même Akhénaton, on peut pas dire qu'il est gentil ou méchant. Il est considéré comme gentil par certains et méchant par d'autres. Après, moi, ce que j'aime bien dans son projet, c'est que déjà, c'est un pharaon qui était proche du peuple. C'est un pharaon aussi qui a essayé de démanteler le pouvoir des prêtres, qui était probablement excessif à l'époque. Et c'est un pharaon qui a probablement été empoisonné par ces mêmes prêtres qui trouvaient que qu'il gérait mal le pays et ils ont forcé sa femme et son fils à se soumettre. Donc ça,
il y a plusieurs textes qui prouvent ça et qui se recoupent. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même eu un complot contre un pharaon qui a essayé de moderniser son pays. Et son fils est mort aussi très jeune. Oui. C'est vrai que ton roman est aussi une formidable saga sur les Templiers. Depuis leur fondation, il est très très documenté au plan historique, ce roman, ce récit dans son ensemble. Notamment la restitution de la prise de Jérusalem, qui est, à ton avis, qui est historique, là, dans ta reconstitution. Alors, de manière étonnante, j'étais surpris de voir la masse de détails qu'on a sur cette journée où les croisés sont arrivés enfin à prendre la cité de Jérusalem. On connaît le nom de tous les chevaliers qui se sont battus. On sait à quel moment de la journée ça s'est passé. On sait comment les tours, par exemple, de Raymond VI, qui était le comte de Toulouse, sont tombés dans un fossé. Et c'est ceux de Godefroy de Bouillon qui a pu accoler sa tour contre un flanc de la ville. On sait comment les Sarrasins, donc à l'époque ils s'appelaient tous de manière générique les Turcs, mais en fait les défenseurs étaient d'origine égyptienne. Donc, pour tous les Occidentaux, on appelait ça les Sarrasins, mais en gros, c'est les troupes qui occupaient Jérusalem et comment ils ont été vaincus et combien de temps la bataille a duré, combien il y a eu de morts. Alors, sur les morts et sur le nombre de combattants, par contre, il faut relativiser parce que la plupart des historiens sont des moines et les moines veulent tout le temps donner l'impression qu'il y avait moins de croisés que de Sarrasins et que donc leur victoire est d'autant plus spectaculaire qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais ça, on le retrouve sur pratiquement tous les historiens. C'est tout le temps, les gentils sont moins nombreux que les méchants, et puis les gentils gagnent grâce à leur intelligence et leur bravoure. Ouais, ça, t'as X selon la police et selon les manifestants, c'est ça, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui t'a fasciné, toi, chez les Templiers, justement ? Déjà, c'est des gens qui avaient une connaissance au-delà de la référence au temple de Salomon, en architecture, en chimie, en gestion agraire, en gestion financière, en capacité de combat. C'est-à-dire, c'était des sortes de surhumains. D'ailleurs, c'était des héros de l'époque. C'est-à-dire, ils faisaient rêver comme de nos jours les super-héros des séries américaines. Il y avait plein de récits en France sur les Templiers qui arrivaient à vaincre les Sarrasins, qui débloquaient les batailles. Et les Arabes avaient beaucoup de respect aussi pour les Templiers parce qu'ils savaient que c'était des combattants hors pair qui avaient en plus une connaissance dans les technologies qui était supérieure à celle des autres croisés. Et souvent, les Templiers parlaient plusieurs langues. C'était des lettrés ? C'était des lettrés, et c'était des gens qui avaient dédié toute leur vie à, en même temps, leur foi et le combat. Et il a fallu beaucoup de travail de sape de la part de Philippe le Bel pour les discréditer, dire qu'ils étaient diaboliques, qu'ils crachaient sur la croix, qu'ils étaient sodomites. Guillaume de Nogaret a cumulé les inventions pour arriver à les faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. C'est dur d'ailleurs quand on lit dans ton roman cette disparition des Templiers, et tu fais le lien d'ailleurs avec la disparition des abeilles. Ce qui s'est passé, c'est que les Templiers étaient plus forts, enfin, ils avaient une armée plus puissante que celle du roi Philippe le Bel, et ils se sont laissés arrêter parce qu'ils pensaient qu'il y avait une justice. Et ils pensaient que le pape allait les soutenir, et ils pensaient qu'on verrait bien que tout ça a été inventé. Et donc, c'est leur confiance en la justice, en la vérité, qui les a perdus. Il y a un moment, c'est juste qu'ils avaient prêté de l'argent au roi, que le roi ne voulait pas les rembourser, donc il a monté un complot pour tous les arrêter, les torturer, leur faire avouer des choses qu'ils n'ont pas faites, et puis après les brûler pour pas qu'ils puissent donner d'autres versions. Donc l'ensemble était assez ignoble, et leur fin participe à leur légende et les transforme en héros. Quelque part, les Templiers sont un groupe qui a connu un destin christique. C'est-à-dire que d'un côté, ils diffusaient de la sagesse, ils voulaient faire avancer leur monde, et ils étaient un peu en avance sur leur temps. Et de l'autre côté, ils meurent en martyrs.
et en essayant de tout faire pour que le monde évolue. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont fasciné, et qu'on dit tout le temps le secret des Templiers, le trésor des Templiers, parce qu'on a perçu qu'il s'est passé quelque chose de pas bien et qu'ils ne méritaient pas ça. C'est ça. Alors tu parlais de la mort des Templiers, mais dans ton roman, on parle aussi beaucoup, on s'interroge sur la mort, moi je trouve, ce passage de la mort qui est vécu parfois comme sublime, parfois comme intense, parfois comme abominable. Et en tout cas, à chaque fois comme un passage vraiment initiatique d'un monde à l'autre. C'est important pour toi cet apprentissage de la mort dans la vie? Déjà, si on ne se pose pas de questions sur la mort, ça veut dire qu'on va arriver dans nos derniers jours effrayés. Ensuite, je trouve que quand je lis un roman, j'ai envie de savoir comment le roman va finir. Donc la fin est importante. S'il n'y a pas de fin, ça veut dire qu'on tourne les pages du roman, ça ne s'arrête jamais. Donc du coup, c'est pas vraiment l'objectif à atteindre. Et la mort, d'un autre côté, je crois qu'il faut lui enlever tout l'aspect effrayant. Si les gens vont voir des films d'épouvante et d'horreur, c'est pour essayer d'exorciser quelque chose qu'ils veulent repousser. Mais pourquoi ne pas se dire, c'est le moment où tout s'arrête, ça fait partie d'une évolution, un peu comme une chrysalide va se métamorphoser en papillon, et la métamorphose est nécessaire pour passer à autre chose. Donc, moi, j'imagine volontiers que notre corps, quand il abandonne ses fonctions organiques, libère l'esprit. À ce moment-là, l'esprit, lui, choisit soit de revenir dans un corps, soit de rester à l'état invisible. Et je trouve cette idée sympathique. Maintenant, la seule manière de savoir ce qui va nous arriver après la mort, c'est de mourir. Et à ce moment-là, on ne peut plus témoigner, ce qui participe au mystère. C'est ça. Et d'où l'intérêt de la mort. Mais en tout cas, déjà dans le tarot, par exemple, la carte qu'on appelle la mort, la carte sans nom, est une carte qui n'est pas à la fin. C'est pas la dernière carte du jeu, c'est la 13e. Donc, ça veut dire que ça arrive à un moment où quelque chose s'arrête et autre chose va démarrer. Un peu comme l'hiver. J'aime bien cette idée que les saisons nous préparent à comprendre le principe de réincarnation. Les choses grandissent, mûrissent, vieillissent, meurent et puis renaissent. Renaissent. Oui. Et puis on est dans un cycle, quoi. Oui, j'aime bien. Oui. J'avais vu une forme de yoga qui nous apprenait un chant qui s'appelait Satanama. Est-ce que tu connais ça? Je te tutoie sur le coup. Ah tiens, c'est revenu. Pas remarqué. Alors ça veut dire jeûner, enfin naissance. On grandit, on meurt. Non, ça, j'en ai oublié. Non, donc Satanama, ça signifie on naît, on grandit, on meurt, on renaît. Et je trouve que intégrer ces 4 informations, c'est pas si facile que ça, parce que soit on veut pas la mort, soit on veut pas grandir, soit on veut pas vieillir, soit on veut pas la naissance. Et il y a l'acceptation de ces 4 métamorphoses comme étant juste l'idée que nous sommes là pour transmettre une énergie de vie, une pulsion de vie, mais que cette pulsion de vie n'arrête pas d'évoluer et que nous sommes juste des canaux de transmission de cette énergie qui va devenir de plus en plus complexe. Et peut-être que l'une des voies d'évolution de la vie est la complexité. Regarde, déjà, on parle devant des micros, les gens peuvent nous écouter avec des appareils extrêmement complexes. L'homme préhistorique ne pouvait pas faire ça. Donc, on a vraiment trouvé des moyens de diffuser la pensée, d'augmenter notre vocabulaire, d'augmenter notre subtilité, d'augmenter notre sensibilité. Oui, ils auraient pris ça pour de la magie, effectivement. Mais même, je vais raconter une chose, je me rappelle la première fois où j'ai découvert la musique stéréo. Je veux dire si c'était une expérience ancienne, mais je me rappelle, c'était Philips qui faisait une démonstration de ce que pouvait être la musique stéréo. Parce que jusque-là, avec la musique mono, on avait des tourne-disques avec un seul haut-parleur, et tout d'un coup, il y avait une démonstration, un centre culturel de musique stéréo. Et je me rappelle ce moment où j'entendais que les sons étaient différents à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Et du coup, maintenant, quand les gens n'entendent pas la musique stéréo, ils trouvent ça plat. Et c'est juste qu'on a augmenté de sensibilité et de subtilité. De même, si on regarde les vidéos anciennes à la bande, on trouve que l'image était moche, parce qu'on s'est habitué à une image belle avec l'ultra haute définition. Mais en fait,
on est un monde de plus en plus complexe qui nous offre de plus en plus de possibilités et d'actions et des possibilités de voir de la beauté. Même les nouveaux casques Oculus nous permettent des immersions totales dans des mondes imaginaires. Après, on n'est pas obligé d'y aller. Mais la première fois où j'ai expérimenté ça, je me suis dit, voilà une manière d'entrer dans les rêves et de ne plus avoir aucune limite. Et c'est extraordinaire. Et moi, je ne suis pas du tout blasé de tout ça. Je considère que ce n'est pas normal, c'est miraculeux qu'on puisse bénéficier de tant de technologie et de tant de complexité, et que ça oblige notre cerveau à s'adapter et devenir encore plus intelligent, ou en tout cas encore plus capable de gérer des subtilités. Encore plus subtil, voilà, plus sensible, plus subtil. Ouais, c'est ça. Alors tes personnages, quand ils voyagent là dans le temps, dans ces régressions, à travers les différentes époques, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des sortes de familles d'âmes, on pourrait appeler ça comme ça, qui se retrouvent. Oui. Sans cesse, ils rejouent des choses dans la peau d'un père, d'une sœur, d'un amant, d'une femme. Tu crois à ça dans la vie, à ces histoires de famille d'âmes? Je pense aussi, tu remercies à la fin de ton ouvrage Patrick Burensteinas, oui. Qui s'attache beaucoup aussi à tout ce qui est symbolique, etc. Comment tu vois les choses par rapport à ces familles d'âmes? Moi, je trouve l'idée très sympathique, et surtout, j'aime bien le concept de... il y a une reconnaissance qu'on fait partie de la même famille. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui me motive aussi pour faire le spectacle. Je me dis, ça augmente la possibilité que j'ai de rencontrer des gens de ma famille d'âme. Mais je suis tout le temps à la recherche de gens que j'ai déjà connus et avec lesquels ça s'est bien passé, et avec lesquels, peut-être, vu qu'on a commencé des choses dans d'autres vies, on peut les continuer dans celle-ci. Mais oui, j'ai eu quelques reconnaissances karmiques, on pourrait dire, ou l'impression ou l'illusion d'avoir... ne serait-ce que la fois où, je crois que je t'avais raconté ça dans un podcast précédent, où j'ai eu à 13 ans la rencontre d'un autre enfant de 13 ans qui m'a enseigné d'un coup le yoga, la concentration, le voyage astral, la méditation, l'action en prise de conscience. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, un type, un jeune garçon comme moi, un adolescent comme moi, m'a donné la réponse à toutes les questions que j'allais me poser toute ma vie. Oui. Et il n'y avait qu'une seule chose, je me rappelle, où je me disais, ça, je ne peux pas l'intégrer, c'est qu'il me répétait, la clé du bonheur, c'est pas de désir, pas de souffrance. Et je lui disais, j'ai quand même envie d'avoir des désirs. Oui. Et il m'a dit, tu auras la souffrance associée à ces désirs. Et voilà, j'ai encore des désirs, et j'ai encore des souffrances, mais ça fait partie aussi d'une matière dont j'ai besoin pour écrire des romans. Si j'étais insensible, j'ai peur d'être insensible à tout. Donc je cultive ma sensibilité pour pouvoir la retransmettre dans les romans. Insensible à tout dans une forme d'hypersensibilité qui pourrait s'anesthésier émotionnellement, du coup, à l'inverse, quand tu dis ça? Répète. En fait, quand tu dis j'ai peur parfois de me couper, en fait, c'est parce que justement tu serais tellement hypersensible que parfois tu te coupes de tes émotions. Alors, moi-même, je n'arrête pas de régler la machine à émotions dans mon esprit. Je veux pas être ni trop sensible, ni insensible. Donc, tous les matins, il y a un petit réglage, je fais une petite méditation pour voir où j'en suis et pour voir comment améliorer ça. Mais je sais que je me méfie de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la vague d'émotions, c'est-à-dire que ce soit la colère, que ce soit l'envie, la jalousie. C'est des choses qui n'existent pas chez moi. Quand quelque chose ne va pas, j'ai juste envie de m'isoler ou de partir. Je suis dans la fuite permanente. Et l'écriture est une forme de fuite. Mais ce n'est pas une vie de guerrier. C'est une vie, pour moi, de diffuseur de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être écrivain. Et c'est pour ça que je suis devenu écrivain presque malgré moi, ce qui me fait penser que c'était déjà écrit, et ce qui me fait penser que, quelque part, ma vie était déjà décidée avant que je commence à faire des choix. Ça me semble même une évidence. Quand je regarde, quand j'étais petit, tous les moments où j'écrivais, j'étais heureux, et tous les moments où j'écrivais pas, j'étais malheureux. Donc il y a un moment, c'est comme s'il y avait déjà programmé en moi ça. Mais cette sensibilité... je la règle tellement que je veux la contrôler. Oui.
ce qui veut dire que je me laisse pas non plus emporter par des fougues amoureuses. Je me laisse pas. La notion par exemple, de tomber amoureux n'est pas pour cette vie-ci. Pour moi, c'est le plus grand compliment que je peux se faire à une compagne de vie, c'est je suis bien avec toi. Et pour moi, ça veut dire déjà beaucoup. Mais je ne vais pas dire je t'aime ma chérie, toi et moi c'est pour la vie. Dans des emportements. Voilà. En tout cas, dans ce karma-ci, cette notion n'existe pas. Et je me méfie beaucoup quand je vois des gens qui me disent j'ai rencontré, il m'a dit ou elle m'a dit que on était fait pour être ensemble et tout. Je me dis juste c'est deux névroses complémentaires. Et il y a un moment quand ils vont découvrir qu'ils sont vraiment, ça risque de se compliquer. Et ils vivent chacun dans une illusion qui prennent l'autre pour ce qu'il n'est pas. Je me méfie de ces emportements. De ces emportements, de ces élans amoureux, de ces enthousiasmes qui montent très vite, très haut, parce que je me dis, ça monte très vite trop haut, ça risque de chuter de la même manière. Et après, j'entends mes amis qui me disent tu veux pas savoir, ça a été insupportable, ce que je vivais dans le couple était affreux. Donc là, j'allais dire, c'était trop vite, trop haut, et trop vite, trop bas. Et c'est des gens qui se maîtrisent pas. Et je méfie beaucoup des gens qui sont emportés comme ça. Ouais. Et tu les fais vivre à tes personnages, du coup. Oui, à mes personnages, oui, je leur fais vivre ça. Mais j'aime bien cette phrase que j'avais découverte. Il y a les 3 raisons de rater sa vie. C'est la colère, la jalousie et l'envie de choses qui ne sont pas pour nous. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important, bien comprendre cette idée. La colère, c'est juste que quelqu'un vous a mis dans une situation déjà qui n'est pas agréable. Et en plus, vous allez vous détruire vous-même en vous rangeant de l'intérieur. Donc, c'est double punition. C'est-à-dire, vous recevez l'agression et en plus, vous vous détruisez vous-même. Donc, ça me semble inintéressant. Je veux dire ça. La jalousie, c'est vouloir quelque chose qui n'est pas adapté à nous. Dans cette vie de Bernard Werber, je n'ai aucune envie de la vie de Brad Pitt ou d'avoir un château ou d'avoir une voiture. J'ai ma petite Smart électrique qui me convient très bien. J'ai mon petit appart et j'ai tout ce dont j'ai besoin et j'ai pas envie de manger du caviar ni du foie gras tous les jours. Je mange essentiellement des fruits et des légumes, ça me convient très bien. Donc quelque part, j'ai tout ce que je peux souhaiter, donc je ne suis pas jaloux. Et ça, c'est naturel chez toi? Je crois que c'était programmé à l'avance. Ouais. Et puis, je ne suis pas en quête de reconnaissance, de gloire, de richesse. Pour moi, diffuser mon plus grand plaisir, de diffuser mes idées, que d'autres gens, par exemple, partagent la découverte de leur vie antérieure et ils trouvent la même joie que j'ai eue en faisant ça et ça coûte rien du tout. C'est juste fermer les yeux et se concentrer. Et vouloir ce qui n'est pas pour nous, c'est aussi une source de douleur. Il y a ce moment où, par exemple, moi j'ai renoncé entièrement à ma carrière cinématographique. J'ai une formation de réalisateur, j'ai une formation de scénariste. Maintenant, j'ai vu le peu de fois où j'ai approché de ce milieu, que ce milieu avait des codes et des règles qui faisaient qu'ils écrasaient ceux qui voulaient vraiment faire leur film, tout simplement parce que ça demande des sommes tellement importantes qu'il y a des gens qui gèrent ça comme du poker et qu'il faut avoir des nerfs pour pouvoir supporter ça ou séduire ou cirer les pompes de ces gens qui ont les leviers pour déclencher les films. Donc, vu que je suis un feignant et de la séduction et des magouilles et des intrigues et de la diplomatie, je m'en tiens aux romans qui ont le privilège de réclamer moins d'investissement au départ et du coup, moins de tensions dramatiques. Et puis, je n'ai qu'à interférer je n'ai qu'à négocier avec mon éditeur, donc c'est une personne. Oui. Je n'ai pas un producteur, un distributeur, les acteurs, les cadreurs, les éclairagistes, tous ces gens avec qui il faut négocier parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Oui, c'est ça, là tu accouches de ta pensée, c'est quand tu écris, tu es seul. Voilà. Ouais. Après, une fois que j'ai fini le livre, je donne à mon éditrice qui me dit tu vas faire des coupes là, et là ça ne fonctionne pas. Mais j'admets cette règle, c'est-à-dire c'est le rôle de l'éditeur d'ailleurs. Voilà, je gère avec elle, mais c'est ce que j'ai besoin.
regard extérieur qui me montre là où je me suis peut-être trompé, où il y a des incohérences. Mais il n'y a pas, comme ce que j'ai vu dans le film, tout le monde qui donne son avis. Et si vous n'êtes pas un dictateur, ce que je ne suis pas capable d'être, et vous imposez par la force et l'autorité votre point de vue, il commence à y avoir... Le film part dans tous les sens et tout le monde veut donner son opinion, y compris les figurants. Alors, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Alors tiens, venons-en aux abeilles. D'après Aristote, que tu cites, un roi doit s'inspirer de la société de la ruche, qui est un système parfait. Tu cites aussi Pythagore, que tu aimes beaucoup, je le sais, qui avait construit son école à Crotone en Italie. Sur ce même principe, les abeilles les fascinaient tous les deux. Tu penses ? Je crois que les abeilles ont toujours fasciné l'homme. Tous les hommes, que ce soit les grands philosophes comme Aristote et Pythagore. Mais imaginez que vous êtes un homme des cavernes. La première fois où vous goûtez du miel, ça doit être une sensation extraordinaire. Déjà, c'est la première sensation de douceur et de sucré. C'est le premier dessert, on va dire. Oui. Et puis, l'idée que pour avoir ce miel, vous devez peut-être vous laisser piquer un petit moment. Donc, vous payez par votre douleur une récompense. Ça donne aux abeilles déjà une importance dans la vie humaine, dans la civilisation humaine. Et puis, il y a dû y avoir quelques humains qui, dès la préhistoire, sont arrêtés pour regarder une ruche, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comprendre qu'elles vont chercher le pollen des fleurs et de là commencer à déduire la meilleure manière de se comporter par rapport à la ruche pour récupérer ce précieux aliment. Aristote, au moment où j'ai écrit le roman, je ne savais pas qu'il était fasciné par les abeilles et je me suis dit, c'est marrant, celui-là, je suis passé à côté. C'est-à-dire Platon, Socrate, les grands classiques, Thalès, Archimède, Pythagore, je les avais explorés parce qu'ils me semblaient intéressants. Mais Aristote, pour moi, c'était juste instructeur d'Alexandre le Grand. C'était une sorte de super professeur. Mais j'ai découvert en écrivant le roman que sa connaissance était liée aux abeilles. D'ailleurs, tu dis aussi que toi, tu as découvert un peu tardivement les abeilles, quelque part. Et tu dis, tiens, c'est curieux, est-ce que je suis passée à côté jusque-là ? Pourquoi ? Ah, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'étais fasciné par les fourmis et que je me disais, en dehors des fourmis, point de salut. Non, mais vu que c'est la même famille, quelque part dans cette catégorie qui s'appelle les hyménoptères, j'ai choisi mon camp, c'est les fourmis, donc j'ai pas besoin de m'occuper des abeilles. Et puis, je sais pas, il y a un moment, c'est la prophétie des Templiers qui m'a amené à aller vers les abeilles. Mais le sujet à la base, c'était quand même les Templiers avant d'être les abeilles. Avant d'être les abeilles. D'ailleurs, c'est un plaidoyer pour les abeilles. Tu le dis dans le livre, depuis 2004, le frelon asiatique détruit les abeilles dans le monde entier. Est-ce qu'on s'approche d'une forme de fin ? Et tu dis 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année, 80% des espèces végétales se reproduisent grâce aux abeilles. Donc on le sait, enfin, je dis des choses qu'on entend beaucoup, mais quand même, moi ça m'a fait du bien de le relire et de le réentendre. Ah, c'est une cause qui mérite qu'on s'y attarde. Et puis, il y a en France ce problème des néonicotinoïdes qui devrait être interdit. Et du fait des betteraviers qui ont dit attendez, nous, on sait pas comment se débarrasser des pucerons. Eh ben, du coup, on tue tous les insectes parce que les betteraviers n'aiment pas les pucerons. Il y a un moment, la politique devient débile. Il y a un moment, au-delà de la politique, il faut respecter la nature. Et ça va bien au-delà de l'écologie, qui est juste un parti. Il ne devrait pas y avoir de parti écologique. Tout le monde devrait être écologiste. Il n'y a pas de parti pour se laver le matin. Il n'y a pas un parti pour mettre des vêtements propres. Pourquoi pourquoi y a-t-il besoin d'avoir un parti pour avoir une planète respectée ? Ça me semble déjà une curiosité. Oui, moi je m'étais fait cette réflexion en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans, où je trouvais que les gens étaient vraiment écologistes par nature, mais pas de manière politique. Et ça me semblait être l'état naturel de l'être humain. Pourquoi en Nouvelle-Zélande c'est mieux ? J'avais trouvé qu'en Nouvelle-Zélande, c'était extrêmement propre. Les gens, quand ils partent dans la forêt, tu vois vraiment que oui, c'est leur forêt, c'est la forêt de tous, donc c'est normal de la respecter. Il n'y a pas quelque chose qui était politisé en disant les écolos sont forcément politisés. J'avais l'impression que cette notion de navire collectif était déjà acquise, tu vois, il y a 20 ans chez eux, alors que nous, on n'y était pas. Ouais, tant mieux. Mais il y a, les pays nordiques aussi, je crois.
la Hollande, la Suède, la Norvège, ils ont une plus grande conscience. Mais en fait, c'est le mot important, c'est conscience. Soit on s'en fout, soit on est conscient que les petites choses qu'on fait vont influer sur l'histoire et sur ce qui va se passer dans le monde. Et une prise de conscience, on peut l'avoir en lisant un livre. Moi, il y a des tas de choses que j'ai compris en lisant des livres, dont notamment, par exemple, la lecture de Dune m'a fait comprendre la préciosité de l'eau. Et peut-être la vision de Fondation, puisque c'est les deux films qu'on voit actuellement, enfin, il y a une en série et l'autre en film. Fondation m'a fait comprendre que le monde avançait par cycles et que ces cycles étaient prévisibles. En tout cas, pouvaient être établis en tant que courbe mathématique et avec des probabilités. Et j'adore cette idée que on essaie de regarder un peu plus loin dans le futur pour voir venir les problèmes. Souvent, les politiciens sont très limités là-dedans parce qu'ils sont limités à leur quinquennat et il faudrait leur laisser plus de temps. Il faudrait leur donner la possibilité de dire, écoutez, j'ai une vision. Ma vision, c'est que dans le futur, si on fait ça, ça, ça et ça, on va aboutir dans 10 ans, à ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on fasse ça, sachant que ça sera peut-être inconfortable sur le moment, mais qu'au final, ça permettra à nos enfants de vivre mieux? Et après, il faudrait voter là-dessus. Êtes-vous prêts à renoncer un peu de votre confort dans le présent pour laisser du confort et à nos enfants et à la planète? Et sinon, on assume, on est des égoïstes qui voulons griller des emballages de carton, de plastique et tout ça pour notre plaisir et qu'on n'a rien à foutre du reste. Mais voter écolo ne protégera rien. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que dans les villes où il y a des maires écologistes, les choses changent. C'est surtout une prise de conscience planétaire. Vous parlez de la Nouvelle-Zélande, c'est un peuple. Maintenant, il faudrait que tous les peuples prennent conscience de ça. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pays qui a une balance carbone négative, c'est le Bhoutan, qui produit plus d'air respirable que de pollution. Il faudrait qu'on fonctionne tous comme ça. Mais ça veut dire aussi, peut-être grâce aux technologies, griller moins de pétrole, de charbon et de gaz. C'est ces choses qui, à mon avis, polluent l'air. D'ailleurs, à la fin de ton roman, et je ne dirai pas comment, mais tu aboutis à cette belle utopie qui serait vraiment un système presque idéal, mais dans un monde qui ne l'est pas, qui reste effectivement mouvementé, violent, complexe, et dans lequel effectivement il y a cette utopie de vie. Je ne crois pas que le monde va devenir gentil, et le fait d'être gentil va aboutir à une forme de société saine. Ce que je dénonce, c'est par exemple le fait que les abeilles ont été sélectionnées pour être précisément gentilles, donc le moins agressifs possible, pour ne pas gêner les apiculteurs. Résultat, maintenant qu'arrivent les frelons asiatiques, elles ne savent plus se défendre. Donc si au nom de bonnes idées, on renonce à notre agressivité, mais on ne sait plus nous défendre, on va se faire défoncer par le moindre petit groupe hostile. Et si on regarde dans l'histoire, les sociétés pacifiques ont été détruites par les sociétés envahissantes. Et justement, vu qu'ils avaient des grands principes de douceur et de non-violence, elles l'ont payé par leur disparition. Donc il y a un moment, il faut, comme un organisme vivant, on peut avoir une volonté d'harmonie, mais il ne faut pas baisser les bras et ne pas baisser sa vigilance. Il y a des dangers. L'humanité a tout le temps, tous les humains ont tout le temps dû gérer des sources de prédation. Donc au début, c'était les lions, les tigres, les ours. Après, ça a été la peste. Après, maintenant, c'est le Covid. Mais ces choses sont là, pas pour nous ennuyer, mais pour nous tenir éveillés. C'est très initiatique. Oui, il y a une nécessité à affronter nos peurs, à affronter les adversaires pour devenir plus intelligents. Donc c'est pour ça que même dans la ruche, elles sont... dans les ruches sauvages, elles savent un peu mieux se défendre que dans les ruches domestiques.
parce que elles ont compris que il peut arriver un oiseau, il peut arriver des frelons asiatiques, et qu'il faut, il faut y aller, il faut se sacrifier, il faut se battre. Voilà. Je pense que aussi, durant la Deuxième Guerre mondiale, heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été résistants, et pas des gens qui ont dit attendez, peace and love, hors de question qu'on se défende parce que ça serait contraire à nos valeurs. Il y a un moment, un organisme doit être capable de, tout en souhaitant la douceur et la paix, de ne pas se laisser marcher sur les pieds par un autre organisme. Ça me rappelle cette citation de Gandhi qui disait « Si je devais choisir entre la lâcheté et la violence, je crois que je choisirais la violence. » Elle est pas mal. Ça exprime ce que tu dis, en fait, je trouve. Oui, il faut préserver notre système. J'avais un ami qui avait rencontré le Dalai Lama et qui lui avait dit « Si je sais qu'une personne va tuer 1000 personnes, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le Dalai Lama lui avait dit « Tu dois la tuer. » Oui. Il fait « Mais c'est un acte de violence. » Il fait « Oui, mais tu sauveras comme ça les 1000 personnes. » Donc il y a un moment, il faut chercher, comment dire, un équilibre. Le juste milieu. Oui. Voilà. Et le juste milieu, c'est ni la violence pour la violence, ni le pacifisme pour le pacifisme. C'est juste s'adapter à ce qui se passe en face et être capable de se défendre contre une attaque. C'est ça, être dans une justesse. Allez, on approche de la fin de ce podcast. Bernard Werber, à quoi ressemblerait ta prochaine vie idéale pour poursuivre ton œuvre ? Tiens. Déjà, tu as dit pour poursuivre mon œuvre. Ouais. Donc, oui, elle est très orientée, ma question. Tu aurais dû dire comment serait ta prochaine vie idéale. Alors, moi, si je pouvais choisir avant de naître, je reprendrais écrivain, parce que je trouve qu'écrivain, c'est la manière la plus douce d'influer le monde. C'est comprendre qui pourra. C'est pour ça que je parle de ton œuvre. Je sais qu'elle est très importante pour toi dans cette vie. J'essaie de diffuser des idées qui vont faire que les gens auront envie de bâtir un monde meilleur. Il me semble. En tout cas, c'est mon illusion. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes me lisent. Souvent, les gens me disent que c'est le premier livre qu'ils ont lu, parce qu'ils l'ont appris à l'école. Ça me fait énormément plaisir. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment, ils ont compris qu'un livre, c'est pas juste pour faire joli ou mettre des jolies phrases. Ça peut être un outil pour changer le monde, ou en tout cas pour comprendre comment on peut avoir des perspectives nouvelles. Ça ouvre de nouveaux horizons. Moi, j'ai été bâti, ma pensée a été bâtie par des livres. Donc, il y a eu cette rencontre quand j'étais jeune, avec Jacques Padovani, qui m'a appris la méditation, le yoga et aussi le voyage astral. Mais ma pensée, ma conscience a été construite par des livres et par cette rencontre avec Jacques Padovani. Mais il faut continuer encore à faire de nouveaux livres qui fassent encore plus évoluer la pensée. Il y a de nouveaux enjeux qui sont en train d'apparaître. D'abord, l'histoire accélère. Si je mourais maintenant, j'aurais envie de renaître dans la peau de quelqu'un qui va être écrivain et qui va gérer ces nouveaux enjeux. Mais ces nouveaux enjeux, ça sera peut-être au niveau des mondes virtuels, ça sera peut-être aussi au niveau des mondes en dehors de la Terre. Ces nouveaux enjeux, ça sera peut-être aussi au niveau de la gestion de la pollution, de la gestion du réchauffement climatique, qui auront probablement dans les années à venir pris des dimensions encore plus gênantes, dramatiques. Et puis la surpopulation, qui m'a l'air un des plus graves problèmes, l'une des plus grandes sources de pollution, c'est le nombre d'humains sur la Terre, sachant que la Terre ne grandit pas et que nous n'avons pas de planète B. On ne peut pas s'installer encore ni sur la Lune ni sur Mars. Ça veut dire que si on continue à être de plus en plus nombreux sur une planète de plus en plus épuisée, dont on aura arraché au sol toutes les ressources, il y a un moment, il n'y en aura plus et on va se battre pour avoir de l'air et de l'eau et de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose à prévoir dès maintenant. Et il y a une nécessité d'avertir le monde que, tel quel, si on ne fait rien, on va quand même vers le gouffre. Alors, j'ai pas trop envie qu'on finisse là-dessus non plus, tiens, sur le mot de gouffre. Tu vois, je le savais que tu voulais poursuivre ton œuvre dans une vie future. Ouais. Non, mais, donc c'était une question qui était induite. Mais tiens, si jamais tu ne poursuivais pas ton œuvre... Si je rajoutais quelque chose. Je trouve que écrivain, c'est le meilleur emplacement pour agir
influencer les gens innovants, donner des idées, mais c'est aussi le meilleur métier pour une raison, c'est qu'on est autorisé à vieillir. Je vois par exemple tous les métiers d'apparence, par exemple les acteurs, les musiciens, tout ça, c'est beaucoup plus dur. Tout ce qui est artiste, ils dépendent de leur physique. Il y a beaucoup de métiers où si on vous oblige à prendre votre retraite à partir d'un certain âge. Écrivain, tant que le cerveau fonctionne, vous pouvez continuer d'écrire. On a vu des écrivains qui continuent à écrire à des âges très avancés. Et ça, je trouve que c'est un énorme privilège de ce métier. Il y a aussi une autre chose qui me plaît dans le métier d'écrivain. Je pense à mon ami Erwin Yalom, qui est très, très âgé et qui écrit encore. Quel âge il a ? Je pense qu'il a près de 96 ans. Ben voilà. Je ne crois pas qu'à 96 ans, je serai encore en pleine forme. Mais il y a aussi une autre chose qui me plaît beaucoup dans ce métier. C'est une phrase que m'a dit mon fils. Il m'a dit, toi, au moins, tu gagnes de l'argent sans le prendre sur des gens qui travaillent pour toi, ni sans malhonnêteté. C'est-à-dire que tu fabriques quelque chose à partir de rien qui, après, c'est un produit de consommation qui, après, ne force pas les gens à le consommer. Il n'y a aucune malhonnêteté dans le métier d'écrivain. Et quand j'étais journaliste, je n'avais pas cette liberté d'esprit. J'avais l'impression de faire un métier malhonnête parce que on était influencé par nos chefs, on était influencé par les politiciens, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et par moments, par exemple, je vous donne le cas de Tchernobyl que j'avais eu à gérer. Je voyais bien que les informations qui disaient que le nuage s'était arrêté dans les Alpes, c'était débile, même si c'était des informations d'État. Et j'avais refusé de le faire. Mes chefs m'ont dit, attends, c'est les infos qui viennent directement du gouvernement, c'est hors de question que tu les mettes pas. Donc je sentais intuitivement que je mettais quelque chose de faux et j'étais obligé de le mettre. Et en tant qu'écrivain, quand je sens que quelque chose est faux, je ne le mets pas et je peux même afficher mes sources et puis expliquer pourquoi intuitivement je sens que c'est pas ça la vérité. Ouais, puis tu as cette liberté d'imaginer aussi ce que tu souhaites, etc., sans qu'on puisse te dire ou t'accuser d'être dans les pseudosciences ou je sais pas quoi, parce que c'est ta liberté d'expression. Je peux parler de la réincarnation, je peux parler des near-death experience, je peux parler des anges, je peux parler des dieux, je peux parler de Dieu, sans que ça prenne des proportions où les gens me disent « prouvez que Dieu existe, prouvez que les anges existent, prouvez que la réincarnation existe », parce qu'il y a écrit le mot roman, et que le mot roman, ça veut dire je propose des nouvelles manières de se questionner. Je n'ai pas de réponse ni de certitude. C'est vous qui allez le trouver tout seul, mais je vais vous donner des outils pour que vous trouviez vos réponses adaptées à votre vie et à votre parcours d'évolution. Ah bah ça, c'est une super conclusion. Merci infiniment, Bernard Werber. Bravo pour ce nouveau roman que personnellement j'ai trouvé captivant, extrêmement bien documenté historiquement, engagé pour la sauvegarde du vivant et qui soulève aussi de nombreuses questions philosophiques et de sagesse. Je rappelle son titre, La prophétie des abeilles, chez Albin Michel. Alors n'hésitez pas aussi à retrouver Bernard qui aime aller à la rencontre de ses lecteurs en librairie, maintenant qu'on peut y aller. Toutes les infos sur son site bernardwerber.com. Et je rappelle les 2 précédents podcasts enregistrés dans Métamorphose avec Bernard, notamment cette méditation guidée, accompagnée par lui pour découvrir ses vies antérieures. Et on fera gagner, je l'espère, le livre sur l'Instagram de Métamorphose Podcast. Merci Bernard. Il y a aussi le spectacle d'hypnose Bien sûr, régressive. aux 3 Baudets. Voilà, le prochain, je ne sais pas quand sera diffusé pour la première fois ce podcast, mais le prochain spectacle est le 20 octobre, donc dans quelques jours. Oui. Et après, je crois que c'est le 12 novembre. Il reste encore des places ? Il reste quelques places, oui. Et le prochain ? Alors, il faut aller voir sur mon site, je crois que c'est le 12 novembre, et il y en a un aussi en décembre. En gros, je le fais un mercredi du mois, en général au milieu du mois. Voilà, et il y a un accompagnement musical aussi à chaque fois. Vanessa Franqueur qui permet, et une mise en scène qui permet de partir encore de manière encore plus douce et plus agréable vers le voyage dans sa propre pensée. Alors peut-être on pourra offrir aussi un accès à une soirée à nos auditeurs, auditrices, à un de tes spectacles si tu veux. Avec plaisir. Super, merci Bernard. À bientôt. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.